Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. C'est la deuxième conversation dans le cadre de l'exposition Chapeau, hommage à Robert Filliou, à la vitrine à M. Cette conversation s'intitule Nomadisme, l'art d'être perdu sans se perdre, et se présente sous la forme d'un entretien entre Michel Maffesoli, sociologue et auteur du nomadisme, vagabondage initiatique, et Raphaël Cuir, qui est président de Laïka France, et aussi le commissaire de cette exposition, Chapeau, hommage à Robert Filliou. Merci Charlotte. Merci à vous, cher public, d'être avec nous ce soir. Merci Michel Maffesoli d'avoir accepté cette invitation. Michel Maffesoli est sociologue, mais c'est peut-être un peu réducteur de le présenter comme ça. Je pense que vous êtes aussi un grand penseur, un théoricien de notre monde, de notre âge contemporain. Et vous êtes donc membre de l'Institut universitaire de France, professeur à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien à Paris 5, et directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire à la Maison des sciences de l'homme. Et vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Le tout récent, L'ordre des choses, penser la postmodernité, mais encore Le temps des tribus, le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes, ou Le réenchantement du monde, qui était paru en 2009, Imaginaire et postmodernité, en 2013, je les donne un peu dans le désordre, Homo eroticus, des communions émotionnelles. Vous avez un art des titres aussi particulièrement saisissant. Et bien sûr, vous êtes l'auteur du nomadisme, vagabondage initiatique. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était particulièrement pertinent de vous inviter à cette table ronde dans la série des conversations de la vitrine à Remarque pendant cette exposition Chapeau, hommage à Robert Filliou, qui est placée sous le signe du nomadisme, à travers notamment cette référence évidente de la galerie légitime, ce concept de Robert Filliou qui consiste en fait à libérer l'artiste de l'espace de la galerie, puisqu'il le porte dans son chapeau, couvre-chef, couvre-chef-d'œuvre, voilà, et peut ensuite être libre de ses mouvements et traverser le monde avec ses œuvres sur lui-même ou elle-même. Alors, peut-être aussi quelques éléments de contexte. Nomadisme, l'art d'être perdu sans se perdre, c'est une citation de Robert Filliou, hein, et je pense que c'est une manière extrêmement emblématique de représenter sa pensée, toujours en mouvement. Et c'est une thématique donc de l'exposition, comme je le disais à l'instant, qui a été pensée comme nomade. Et nomade à la fois dans sa conception, puisqu'elle va voyager, cette exposition, mais nomade dans son concept même. Et bien sûr, les œuvres qui sont contenues dans des chapeaux ou qui les transforment sont nomades par excellence. Alors, je vous propose peut-être plus tard de revenir sur quelques réponses des artistes à cette question du nomadisme, puisque dans le catalogue de l'exposition, les artistes ont répondu à un questionnaire parmi lesquels dans lequel il leur est demandé de répondre à cette question du rapport qu'ils ont avec le nomadisme. Et donc, nomadisme que nous appréhendons, comme je le disais à l'instant, à la fois comme mouvement dans l'espace, mais principalement, comme vous l'avez fait aussi dans votre livre, comme posture intellectuelle, comme rapport vagabond aux choses et au monde, dans la recherche d'un dépassement des catégories que vous présentez vous-même comme caractéristique de notre époque, Michel Maffesoli. C'est à moi ? Oui, si vous le voulez bien. Moi, je veux bien, oui. Conversation, hein, vous avez dit, oui. Causerie. Je n'ai pas préparé un exposé à ex cathedra. Je le fais fréquemment à l'université, mais je trouve que c'est pas plus mal d'avoir ce qui renvoie à ce beau génie des conversations françaises, 17e, 18e siècle, que l'on a un peu perdu. Alors, sociologue, dans mon pays, je suis du sud de la France, on dit qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc, comme j'ai pas envie d'être un cornichon, penseur, j'en sais rien, donc j'ai envie de dire le moins mal possible ce qui est en jeu dans nos sociétés. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je m'emploie dans certains de mes livres, j'ai beaucoup écrit, trop peut-être, à dire que nous ne sommes pas à un moment où on peut faire du concept, mais plutôt des notions labiles, mouvantes, métaphoriques. Voilà, avoir des quantités de choses dans ce sens-là, quoi. Mais
rien actuellement, et ça renvoie exactement au propos de cette exposition, et en tout cas au propos moi, de mon livre sur le nomadisme. Je dis bien, il y a entre deux époques, c'est-à-dire deux parenthèses, c'est ce que nous vivons actuellement, eh bien, il y a une espèce de labilité des mots et des choses. Et que donc, du coup, il faut avoir une pensée non pas paranoïaque, ça c'est celle du concept, on pense par en haut, paranoïaque, mais au contraire, ce que j'appelle moi une pensée caressante qui va accompagner ce qui est. Bon, alors, donc j'ai accepté de venir sans trop de compétences, mis à part ce que j'ai écrit sur le nomadisme, parce que j'avais aimé ce mot d'autrisme. Je crois que c'est pour moi le problème essentiel de notre espèce animale, de voir comment elle se comporte par rapport à l'autre, l'altérité. Que ce soit l'altérité de la nature, que ce soit l'altérité du groupe, que ce soit l'altérité de la déité, du sacré. Et que dans le fond, ce qui a été la spécificité, j'y reviendrai, de la modernité, c'est d'avoir réduit l'autre au même. Un des compatriotes, Auguste Comte, qui était un fou génial et qui définissait la société et la sociologie à la fin du XIXe siècle, disait « reductio ad unum ». Il disait en latin. Réduire l'autre à l'un. Voilà. Et je pense que je reciterai tout à l'heure un autre philosophe, Michel Foucault, que j'aime beaucoup, qui dit quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire, dans le fond, le propre de la modernité a été de réduire, réduction de cette altérité, de diverses manières. Alors moi, je suis de ceux qui considèrent, je sais qu'en France, ce n'est pas un terme qu'on emploie, qu'on aime employer, de penser justement cette post-modernité, dans le sens simple du terme, c'est-à-dire, dans le fond, c'est Baudelaire qui, la première fois, en 1848, emploie le mot modernité, on le sait. Quand quelque chose déjà commence à s'achever, on commence à le nommer, à vrai dire. Et avant, c'était la post-médiévalité qui avait caractérisé, en effet, nos sociétés. Moi, je pense que, oui, nous passons à autre chose. Et c'est frappant de voir comme les Français, j'allais dire d'une manière franchouillarde, on a inventé la modernité. Donc, du coup, on a une frousse vis-à-vis de ceux qui arrivent. Et on va dire modernité seconde, modernité avancée, modernité tardive, mort-moelle-neuve, enfin des quantités de choses, si vous voulez, qui, dans le fond, la maison brûle et on veut sauver les meubles. Non, pour moi, il y a quelque chose qui fait qu'on est en train de passer véritablement dans une autre époque. Je rappelle pour mémoire d'ailleurs, je m'en suis rendu compte il y a peu, que le mot époque en grec, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà. Donc il y a une parenthèse qui est en train de se fermer, bien évidemment, qui est celle de la modernité. Et pour ma part, je considère que quelque chose d'autre est en train de s'ouvrir, ce que, faute de mieux, et il faudra un peu de temps pour pouvoir le nommer, on appelle post-modernité. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de cela. J'ai du mal, je dois avouer que j'ai du mal à organiser, par exemple, à la Sorbonne, quelque chose un colloque d'ampleur sur la post-modernité. Je n'arrive pas à mobiliser des énergies intellectuelles là-dessus. Et du coup, c'est ailleurs qu'on va. On va à New York, on va à São Paulo, on va à Mexico, on va à Tokyo, mais c'est là où je suis invité pour aller parler de la post-modernité. Bien. Alors, le mot, vous l'avez employé d'ailleurs, qui m'est cher, qui est ce mot de Durkheim, c'est-à-dire que quand quelque chose naît, il faut en voir les caractéristiques essentielles. Le caractère, c'est l'empreinte. Encore une fois. Alors, pour ma part, moi, depuis tout au long de ma carrière, j'ai essayé de montrer que c'est un choix. Enfin, voilà, pour moi, les trois caractères essentiels, Durkheim dit caractéristiques essentielles de cette post-modernité. C'est mon petit dieu chéri, Dionysos, c'est-à-dire, dans le fond, ce côté un peu, ce métèque absolu. Il n'est pas grec, il est oriental, il est de Thessalie, de l'autre côté de la Méditerranée, Antalya maintenant, Antalya actuellement. Donc c'est un oriental. C'est un dieu qui n'est pas un dieu ouranien comme les autres dieux du Panthéon, c'est-à-dire un dieu comme ça de la tête, c'est un dieu chtonien, un peu écologique si je puis dire. Et c'est un ambigu sexuel. Il est bifronce, comme on dit. C'est-à-dire il a un côté le grand gaillard barbu et les fèbres androgynes.
On le voit figurer ainsi dans la statuaire antique. Voilà ma première caractéristique. Ce que j'ai appelé l'ombre de Dionysos, qui va se répandre de plus en plus sur nos mégapoles postmodernes. Deuxième caractéristique, le tribalisme. J'avais proposé ce mot pour faire un choc un peu, pour dire on ne peut plus penser la société comme étant un ensemble homogène, mais il y a de l'hétérogénéité dans l'air. Il y a de la mosaïque. Il y a une cohésion à partir de la diversité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est le tribalisme, les tribus. Maintenant, c'est une métaphore qui est employée de plus en plus. J'avais écrit cela, le temps des tribus, en effet. Montrer que ce n'est pas l'individualisme qui prévalait, mais au contraire, cette espèce de tendance à n'exister que par et sous le regard de l'autre. C'est ça, pour moi, le tribalisme. Et la troisième caractéristique, c'est le nomadisme. Voilà. Donc, voilà un peu pour moi les trois empreintes, si je puis dire, qui vont marquer cette postmodernité. Pour le justifier, très rapidement, donner quelques pistes pour amorcer la pompe. Nombre d'historiens, je vais donner trois exemples, ont montré que avant qu'il y ait, comment dire cela, une cristallisation de la culture, il y avait une intense circulation. Alors, par exemple, Werner Jäger, qui réfléchit sur la culture grecque, montre que ce sont les poètes dionysiaques sur le pourtour de la Méditerranée, ça circule, ça bouge. Et que c'est parce qu'il y a ça qu'après vous avez la structuration en cité. Athènes, Sparte, Corinthe, etc., tout en avenant. Mais fondamentalement, il montre bien que c'est cette circulation des poètes dionysiaques en la matière des fous, bien des égards, qui par après va se cristalliser. En donnant une belle image d'ailleurs, il disait, dans le fond, le propre de la culture, c'est une eau mère comme ça, et puis le cristal va se prendre dans cette eau mère. Et là, c'est la Mare Nostrum, la Méditerranée autour duquel ça circule, et puis il y a ces... Le roi Ladurie, proche de nous, montre bien comment il en est de même dans ce siècle que bêtement le 19e a dit étant un siècle obscurantiste, le Moyen-Âge. Alors c'était une grande civilisation, le blanc manteau des cathédrales en Europe en témoigne. Ça circulait. Il n'y avait pas cette Grenze-Tragédie, cette tragédie des frontières qui faisait qu'on était enfermé dans l'État-nation. Mais au contraire, une intense circulation. Vous voyez, vous me demandiez comment je me définis. Notre titre officiel à nous, on est professeur des universités. Mon titre, c'est professeur des universités. Et ça traduit uniquement le fait qu'on était, Saint Thomas d'Aquin était 6 mois à la Sorbonne, 6 mois à Cologne, un peu à Salamanque, à Bologne, etc. Professeur des universités. Qui traduit ce que le roi Ladurie montre bien, là encore, cette circulation, et qu'il y avait une intense production à de multiples titres. Troisième exemple, l'Europe ne va exister, ne va se structurer qu'à partir de la découverte du Nouveau Monde. Et il y a des bons esprits, je pense à un Carl Schmitt, qui parle de la circumnavigation. Comment c'est la circumnavigation qui va créer en quelque sorte ce qui va être le droit européen. Voilà. Je ne vais pas aller plus avant, mais ce pour dire que dans le fond, c'est parce qu'il y a cette intense circulation qu'il y a une cristallisation en termes de culture. Je donne ces exemples, on pourrait en trouver bien d'autres en Extrême-Orient, etc. Voilà l'élément. Moi, à partir de là, reprenant une phrase, je me suis amusé à subvertir, je pourrais dire des mots plus grossiers, Durkheim. J'occupe la chaire de Durkheim à la Sorbonne. Et Durkheim est considéré comme étant un positiviste, on ne peut plus. Et moi, je trouvais qu'il y avait chez lui, enfin, par la force des choses, j'étais obligé de le lire et puis de faire des rééditions de son œuvre. Et je trouvais que, à côté de ce qui était le Durkheim officiel, le grand sociologue français de la Troisième République, eh bien, il y avait au contraire une espèce de fou. Et il a en particulier développé des belles idées sur la soif de l'infini. Voilà. J'ai repris cette idée de soif de l'infini chez Durkheim, montrant comment il y avait, c'est ça l'autrisme, c'est-à-dire cette nécessité qui fait qu'on a envie d'aller ailleurs. En essayant de le traduire comme cela au travers d'un terme un peu plus parlant, peut-être, je parlais d'escapisme. Comment on a envie de sortir de soi, dans le sens simple du terme, de s'éclater de diverses manières. Et pour moi, c'est cet escapisme, nomadisme, errance, peu importe les termes qu'on va employer là-dessus, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de fétichisme de mots, donc il faut avoir quelques notions qui nous aident à penser. Mais je pense que voilà, c'est ça, on est travaillé par quelque chose d'autre.
Et donc là, il montre bien cette soif de l'infini. Il le dit d'ailleurs d'une manière très belle, c'est à partir de ce fameux millettré de Don Juan, hein, c'est-à-dire en montrant comment il y a dans l'attitude donjuanesque ce souci, encore une fois, qui est un souci de l'autre, bien sûr, mais avec cette soif de sortir de soi. Et pour moi, c'est la postmodernité, voilà, c'est cela. C'est très précisément ce moment où il y a nouvelle circulation, et dont on peut penser que cela pourra faire culture. On verra bien. En tout cas, c'est envisageable. Dans ce sens, c'est pour ça que la thématique du nomadisme, moi, me paraît une thématique très riche dans l'optique historique que je viens ici d'indiquer. J'ai dit que je citerai Foucault. Foucault montre bien comment, vous savez, Michel Foucault a développé, dans le fond, on ne sait pas s'il est historien, s'il est philosophe, peu importe, enfin, il fait surtout une belle, lui et son école, une belle analyse du 19e siècle. Pour moi, le 19e siècle est le grand siècle moderne. Hein. C'est là où tout se fait, tout se crée, tout se pense. Et le 20e siècle, après, est un siècle lamentable qui ne fait que bouffer le capital, si je puis dire, de ce qui a été élaboré à quelque niveau que ce soit au 19e. Et Foucault montre bien que c'est tout au long de ce 19e siècle que s'élaborent justement les institutions modernes, ce qui est institué, ce qui est stable. Et il a une phrase pour décrire tout cela. Enfin bon, alors son œuvre est une œuvre magistrale et fort complexe, mais il a une belle expression. Il montre comment tout au long du 19e siècle s'est élaboré ce qu'il appelle l'assignation à résidence. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on est d'un lieu, on a une adresse, alors on a une identité sexuelle, idéologique, professionnelle. Je dis bien cette adresse qui fait qu'on a des papiers indiquant là où l'on est, là où l'on doit se trouver, et il montre bien comment s'élabore cette assignation à résidence. Et en effet, c'est la spécificité, bien évidemment, de cet acmé, de cet apogée de la modernité, le 19e siècle. Alors, prenant le contre-pied de cela, non pas le contre-pied de Foucault, mais montrant que ce qui est en gestation actuellement, ben, c'est cette nouvelle circulation. Hein, et que, d'une certaine manière, on voit bien comment le nomadisme est une forme paroxystique de rendre attentif à cette nouvelle circulation qui est en jeu. Et pour moi, le propre même d'une culture à son état naissant, non pas institutionnel, mais ce qui est instituant. Ce qui est instituant, à l'opposé de ce qui est institué, eh bien c'est une nouvelle circulation. Il est une expression, moi, qui me fait toujours rêver, enfin plusieurs expressions, mais dont on oublie la multiplicité, c'est ce mot et comment il est décliné, le mot de commerce. Dans notre belle langue française, il y a bien sûr le commerce des biens, c'est ce qui est resté du commerce, mais il y a le commerce amoureux et le commerce des idées. Et dans le fond, maintenant, quand on parle du café du commerce, c'est toujours d'une manière péjorative. Alors que le café du commerce, c'est là où les biens circulaient, les idées circulaient, ça draguait, les affects circulaient. Les places du commerce dans de nombreuses de nos villes en Europe traduisent, encore une fois, exactement cette trifonction-là. Et là encore, on a donc cette grande perspective, qui est la perspective pour moi du nomadisme, c'est-à-dire le fait que chaque fois qu'il y a un renouveau culturel, il y a une nouvelle circulation. Alors bien sûr, la circumnavigation contemporaine, bien sûr, c'est Internet. Hein. Bon, moi, je me suis amusé à donner, d'une manière un peu alambiquée, une définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Hein. Synergie, démultiplication des effets. Archaïque, c'est arché, ce qui est fondamental. Le nomadisme est arché, bon, il est fondamental. Et Internet, ce sont les tribus, ce sont les nomades et Internet. Et le fait de surfer, si on reprend cette expression-là, ce terme-là, traduit exactement cette synergie que je viens d'indiquer, dans le fond qui traduit le fait qu'il y a une nouvelle circumnavigation. Circumnavigation qui n'est plus celle auquel nous étions qu'il est fréquent de citer, c'est-à-dire celle à la découverte du nouveau monde, mais le fait qu'il y a une découverte d'un nouveau monde qui est en gestation actuellement, et le nomadisme en serait l'expression. Vous voyez, juste pour terminer, on l'oublie très souvent, mais la grande formule, je dirais, fondatrice d'un point de vue philosophique de notre modernité, c'est, on le sait, ou on le
ne sais pas, mais enfin peu importe, je vais vous le redire, c'est la formule de Descartes, cogito ergo sum, hein, je pense donc je suis. Ça on le sait, on a appris vaguement cette formule-là. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'entièreté de la formule qui dit cogito ergo sum in arcem meum. Ça veut dire, je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et on voit bien comment on a là l'acte fondateur, encore une fois, de cette assignation à résidence sexuelle, professionnelle, idéologique, etc., l'identité dans le sens fort du terme. Or, moi je dirais qu'il est toujours intéressant d'écouter les bruits de la rue et il est un terme qu'emploient les jeunes générations qui est la réponse du berger à la bergère, je m'éclate. Dans ce je m'éclate, on a exactement, je dirais, la fragmentation, dans le fond, de la forteresse de l'esprit auquel nous étions habitués, qu'on a intégré sans bien y faire attention, qu'on a sucé avec le lait maternel, c'est ça la vraie culture. Et dans le fond, on a là quelque chose qui renvoie à ce que je dis, ce nomadisme qui est en train de revenir. Et du coup, cette formule que vous employez, je ne sais plus quelle était celle d'être perdu sans se perdre. D'être perdu sans se perdre, rejoint pour moi ce qu'est cette vieille, il faut toujours revenir, c'est l'objet d'ailleurs de mon dernier livre, L'ordre des choses, de revenir à la sagesse populaire qui dit « qui perd gagne ». Et on voit bien comment il y a dans ces petits proverbes de rien du tout quelque chose qui renvoie encore une fois à cette nécessité culturelle, telle que je viens ainsi de dire Martine. Il est un mot qui est une petite expression, qui est une expression proposée par un philosophe qui est peut-être assez peu, pas assez connu en France, sociologue lui aussi, philosophe, on ne sait pas trop quoi, qui est Georg Simmel, qui était un philosophe et sociologue allemand qui est mort à Strasbourg en 1918, et qui, pour moi, d'une manière un peu prémonitoire, a pensé des quantités d'éléments de la postmodernité, bien sûr sans employer cette expression-là. Et il définissait, dans le fond, et la sociologie et la pensée qui devrait être en œuvre pour réfléchir le lien social. Il disait le pont et la porte. Enfin, il disait, voilà, c'est ça. Avec ces deux mots, on a compris comment on peut saisir une société. C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, oui, il y a nécessité de la porte, mais non moins nécessaire le pont. Et c'est cette dialogie, je dirais, qui me paraît être un élément fondateur du nomadisme. Moi, je l'ai traduit, c'était ma thèse d'État, au travers d'un oxymore, c'est l'enracinement dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a, dans le sens étymologique du terme, de force, de dynamisme, que s'il y a justement ces racines. Et il est un livre que vous n'avez pas cité et qui m'est cher, à côté du nomadisme. J'appelle cela le rythme de la vie. Et en reprenant encore l'étymologie du mot rehein, réo en grec, qui est justement l'écoulement. Il n'y a d'écoulement qu'à partir d'un point fixe. Et de fait, c'est à partir de là qu'on peut saisir l'importance, l'actualité et la force du nomadisme. Merci Michel Maffezoli. Alors justement, peut-être dans ce contexte proche de Filiou, est-ce que vous pouvez revenir sur un des points que vous traitez dans votre ouvrage, c'est le rapport du nomadisme au bouddhisme? Alors là, non, je ne peux pas y revenir parce que je lisais mon livre déjà. C'est pas la peine qu'on se décarcasse si on dirait l'autre. Non, ça serait l'objet de notre développement. Très rapidement, ce que je peux dire, c'est que ce qui a été justement la grande spécificité de moderne, comment dire, c'est une occidentalisation du monde. Deux dates très rapides. 1865, quand l'ère Meiji, ce qu'on appelle l'ère Meiji, c'est-à-dire quand l'empereur Meiji est obligé d'ouvrir ses ports aux navires européens, et quand il fait venir les juristes lyonnais et prussiens pour faire la constitution Meiji. Bien. Et 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. On a à la fin du XIXe siècle l'occidentalisation du monde. Je fais exprès de prendre ce spectre, le Brésil, le Japon, comme étant en quelque sorte cette dimension très ouverte qui montre bien qu'il y a les grandes valeurs européennes qui contaminent le monde en son entier. À partir de là, mais ce serait un autre développement, je considère qu'il y a progressivement une orientalisation du monde. Voilà. Et je le dis sans compétence, moi je ne suis pas tout compétent, même si dans divers mes livres je fais référence à ces philosophies
extrême orientale. Très précisément, si je le dis en termes un peu soutenus, parce que justement, elle ne repose pas sur un substantialisme. Il n'y a pas un Dieu unique. Il y a une fragmentation de la déité, si je puis dire. C'est ça le cerveau reptilien de l'Orient. Et donc, alors bouddhisme, mais ça peut être le confucianisme, ça peut être le chamanisme, ça peut être le culte des esprits au Japon, peu importe. Vous voyez, toutes choses qui, dans le fond, ne vont pas réduire à l'un. Hein, puisque je citais tout à l'heure Auguste Comte disant qu'il y avait cette réduction à l'un. Ce que je n'ai pas dit, vous me forcez donc à le dire, c'est qu'Auguste Comte, disant cela, ne faisait que traduire ce qu'était l'idée de Saint-Augustin, qui est pour moi le vrai fondateur de la modernité. Il disait « la raison humaine conduit à l'unité » pour justifier le monothéisme. Monothéisme, monoïdéisme, Nietzsche disait monotonothéisme. Voilà, donc je crois que les pensées orientales, extrême orientales, sous leurs diverses modulations, eh bien, justement, sont polythéistes. Fragmentation. Il n'y a pas de substance, dans le sens philosophique du terme. Et c'est parce qu'il n'y a pas ce substantialisme, eh bien, qu'il y a ce nomadisme. Alors, c'est en ce sens, moi, que je fais référence, mais incidemment, hein, je dis bien avec prudence, je ne suis pas compétent en la matière. Oui, parce que vous êtes trop modeste. Mais alors, une chose qui m'a frappé aussi, c'est que vous évoquez l'image de la spirale comme particulièrement caractéristique de ce retour au nomadisme. Ah, vous avez bien lu, oui, c'est un de mes dadas, ça. Chacun a ses espèces d'idées obsédantes. Moi, la mienne, c'est de dire que on avait deux types d'interprétation du monde, comme ça, philosophiquement, dans cette tradition occidentale qui est la nôtre. C'était le progressisme, la flèche du temps. On est parti d'un point A de barbarie, on va arriver à un point B de civilisation absolue. Et amusez-vous à voir comment... Moi, je pose souvent la question quand je fais une conférence, je pose qui ici oserait dire qu'il n'est pas un homme ou une femme du progrès? On est tous progressistes, on a intégré cette idée-là qu'il fallait être progressiste, sinon ça n'allait pas. Il y avait quelque chose dans notre tête qui ne fonctionnait pas. Donc il y a le mythe du progrès, ce progressisme, et il y a Hegel, c'est Hegel, et ce qui serait le cercle, Nietzsche, le retour du même. Voilà. Alors moi, c'était ni l'une ni l'autre que je voulais comme interprétation, et j'avais proposé cette image de la spirale, qui est la progressivité. Quand j'ai dit synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est typiquement le fait qu'il puisse y avoir de la progressivité sans qu'il y ait du progressisme. Hein, qu'il puisse y avoir, encore une fois, une dynamique sans que cette dynamique aille quelque part. Vous voyez, si je peux être encore un peu plus compliqué que ça, Allez-y, ça va, avec plaisir. Regardez comment, par exemple, dans notre tradition culturelle, le mot sens signifie la signification et la finalité. Hein, en toutes les langues néo-romanes d'ailleurs, si je dis le sens des choses, eh bien, on pensera toujours en termes de finalité et de signification. Et, soyons plus clairs, n'a de sens que ce qui a du sens. Sinon, c'est insensé. Hein, bon. Et donc, il faut aller quelque part. C'est ça le progressisme. C'est-à-dire qu'on ne va accorder de signification, c'est-à-dire de sens, qu'à ce qui va quelque part. Voilà. Eh bien, la spirale, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça peut avoir plein de sens sans sens. Et moi, je trouve que nombre de pratiques juvéniles actuellement, par exemple, mais pour moi, le nomadisme est une de ces expressions-là, c'est plein de sens dans le sens de signification, ça n'a pas de sens dans le sens de finalité. On ne fait pas ceci pour cela, on fait ceci pour ce que l'on fait. Vous voyez, c'est ça la spirale pour moi. C'est-à-dire redonner au mot sens l'ambiguïté qui est la sienne. Et en particulier, rendre attentif au fait qu'on peut avoir vraiment du sens de la signification sans avoir de la finalité. Et d'ailleurs, vous faisiez allusion donc à cette expression jeune, je m'éclate, et vous précisez dans votre ouvrage que l'existence, c'est précisément sortir de soi. C'est s'éclater, hein, c'est-à-dire dans le fait, un des éléments que j'ai employé tout à l'heure, c'est de rendre attentif, et ça, c'est Foucault qui a bien montré comment, dans le fond, ce qui était important, c'était au bout du processus éducationnel, s'il était réussi, il fallait avoir une identité. J'étais un homme ou une femme. J'étais de gauche ou de droite.
j'étais ceci ou cela. En fait, vous voyez, c'est ça le propre d'identité sexuelle, idéologique, professionnelle. Bien. Et moi, j'avais essayé de montrer dans un de mes livres qu'au contraire, il y avait un glissement de cette identité vers des identifications multiples. Et ce sont ces identifications multiples qui traduisent, dans le fond, le propre même du nomadisme. Comment traduire cela? Je peux avoir... J'ai à la fois une réalité physico-chimique qui me fait un homme ou une femme, et puis des kilos de potentialité, le contraire, vous voyez, qui ne sont pas moins réels que la réalité physico-chimique. Que certains semblent avoir du mal à comprendre. Ça n'en sait rien. Moi, c'est pas mon métier d'être un curé ou un moraliste. Hein, donc, je fais une description. Après, chacun interprète comme il l'entend. Mais vous voyez, par exemple, petit exemple anecdotique. Un de mes chercheurs a montré qu'il y avait, quand on regardait les divers sites sur Internet, 70% des pseudos féminins étaient tenus par... Il y avait un homme derrière. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément une esquisse. C'est tout simplement, je dis bien, les identifications. Hein, qui peut avoir tel type d'appétence, de désir, de fantasme, de fantasmagorie, peu importe les mots qu'on peut employer à cet égard, mais qui traduisent, là encore, ce nomadisme. Voyez. Et c'est en ce sens que le nomadisme est très riche, parce que, au-delà de l'identité, hein, c'est ça l'assignation à résidence, c'est gros de possibles. C'est plus, hein, en termes philosophiques, je dis que ce n'est pas une substance, c'est des possibilités. Des possibilités. Et j'avais fait une distinction, et je le développe là dans mon dernier livre, entre la réalité et le réel. Le principe de réalité, regardez, quand on dit un principe de réalité, le principe de réalité, il est politique, il est économique, il est social. Un principe de réalité, un gosse qui est poète, on dit « fais d'abord ton droit ». Par exemple, je dis le droit ou autre chose, quoi. Enfin, un truc qui rapporte des sous. Hein, bon. Le rationnel. Voilà, et « fais d'abord ton droit ». Ça, c'est le principe de réalité. Je dis bien qu'il est économique, social, éducatif, etc. Alors que le réel, on emploie souvent l'un pour l'autre, le réel est gros de possibles. Gros des contraires. C'est ça le nomadisme pour moi. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, la réalité est rachitique. C'est une réduction. Alors que le réel, ben, c'est, je dis bien, nos fantasmes, nos utopies, nos rêves, le ludique, enfin tutti quanti. Hein, toutes choses qui, dans le fond, ne se réduisent pas au principe de réalité. Et moi, je pense qu'il y a retour de ces possibilités, de ces potentialités, etc. Vous voyez, si je le dis d'un point de vue historique, il y a un grand penseur, un historien américain que vous connaissez de nom, qui s'appelle Thomas Kuhn, et qui a écrit un livre fameux qui s'appelle « Structure des révolutions scientifiques ». Et dans ce livre, qui est un classique du genre, qui se lit d'ailleurs aisément de surcroît, il réfléchit sur les révolutions scientifiques. Et il montre que ce qui a fait la performativité du modèle occidental, jusqu'au XVIIe, équivalence entre l'Orient et l'Occident. Poudre à canon, imprimerie. À partir du XVIIe, ce qu'il appelle un gap différentiel, autant la Chine va rester, c'est la Chine qui va rester au même niveau, autant l'Europe va suivre un développement faramineux, développement scientifique, application technologique, organisation sociale. Bien. Et pour justifier cela, à juste titre d'ailleurs, il montre que du coup l'Europe va suivre ce qu'il appelle la via recta de la raison, il dit en latin. Via recta, droit au but. Pour aller droit au but, il faut, encore une expression latine, laisser sur le bord de la route toute une série d'impedimenta inutiles. Hein, ces bagages qui alourdissaient la marche. Et que sont-ils? Le rêve, le ludique, le festif. Bon. Il montre bien que c'était des bagages qui étaient des paramètres humains, mais par efficacité, on les a laissés sur le bord de la route. Et c'est ça qui a... Alors voilà, son analyse est très intéressante de ce point de vue. Moi, la poursuivante, je dis, ben voilà, on a été droit au but, peut-être droit dans le mur. La domination du monde ayant abouti à la dévastation du monde. L'actualité n'est pas avare d'exemples en ce sens-là. Et du coup, ce qui me frappe chez ces jeunes générations en particulier, bien, c'est qu'on est en train de reprendre ces bagages. Alors, comme ils n'ont pas appris le latin, ils ne vont pas dire impedimenta, mais enfin, moi, c'est mon travail de dire que c'est peut-être qu'ils reprennent ces impedimenta, c'est-à-dire les rêves collectifs,
Hein, ces utopies multiples et diverses, c'est tout ce côté ludique, onirique, festif et tout à quanti, qui sont là. Voilà, c'est ça là, pour moi le réel gros de l'irréel. Alors que le principe de réalité est par construction rachitique. Il fut efficace, il ne l'est plus. Oui, moi ce qui me frappe aussi, et ça fait partie sans doute de ces paradoxes que vous pointez, c'est qu'aujourd'hui, avec les passeports biométriques, on ne peut plus avoir d'identité multiple dans son passeport. On est scanné dans les aéroports, et donc finalement le nomadisme parfois ne se vit plus comme l'échappée libre qu'il était. Et pourtant, élan vers ce nomadisme que vous pointez. Non, vous voyez, nous sommes dans un de ces moments, je dis époque, où il y a un désaccord, en tout cas une différence forte, entre la société officielle et la société officieuse. Alors, bien évidemment, la société officielle, elle est celle que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire Big Brother, voilà, sous ses diverses modulations, et qui est là, réelle. Oui. Voilà. En même temps, moi je suis attentif à la force de cette société officieuse, hein, qui de diverses manières va justement échapper à cette enclosure, hein, et à cette surveillance. Et qu'on le veuille ou non, Internet est là-dessus. C'est pour ça que des circumnavigations, ce qui est en train de bien, sinon définir, en tout cas pointer ces nouveaux mondes en gestation, et qui font qu'on va toujours échapper. Hein, c'est le petit pas à côté. Donc c'est plus, on ne peut plus penser quelque chose qui serait une utopie, la société parfaite, telle que ces utopies se sont élaborées au XIXe siècle. Mais moi, ce que j'ai proposé de dire, je suppose, non, c'est pas un oxymore, c'est encore une construction un peu oui, paradoxale. Ce sont des utopies interstitielles, ou des libertés interstitielles, c'est-à-dire, dans le fond, ces petits bricolages. Voilà, vous voyez, je ne dis pas, moi, qu'il n'y ait pas un processus de contrôle, ces diverses qui nous renvoie à Philiou, d'ailleurs. J'imagine. Et dans le fond, ce sont ces utopies interstitielles qui sont des petites niches, si je puis dire. Hein. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a plus, dans le fond, un engagement politique pour la réalisation d'une société parfaite, mais par contre, ces bricolages, dans le sens lévi-straussien, ces bricolages quotidiens, technologie aidant, où on va échapper à Big Brother. Voilà, il faut y être attentif. C'est ça le phénomène. Essayer d'échapper. Pardon ? Et en tout cas, essayer. Oui, non, bien évidemment. C'est toujours qu'une tentative. Bien évidemment. Tentative de sortir du cadre. Oui, vous faites bien de dire essayer. Oui. Tentative. Tentative de sortir du cadre. Non, avant justement de. Vous avez bien raison de dire essayer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un moment, je dis bien, hein, où il y a système. Mais le mot que j'ai dit, là, qui n'est pas de moi qui l'avais mis, bricolage, c'est ça, essayer, hein, c'est-à-dire bricoler son existence, ce que l'on est tout à l'heure. C'est Orlan qui avait envie d'intervenir, qui a pu se joindre à nous finalement au dernier moment. Et avant peut-être de lui donner la parole, j'aimerais donner la parole à des artistes qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui sont avec nous dans le livre de l'exposition. Et je m'étais donc amusé, comme je l'évoquais au tout début, à questionner les artistes. Et j'ai fait répondre à ce questionnaire Robert Philiou avec les textes qu'il a écrits. Et peut-être je livre à vos réactions ces commentaires. Donc, que vous inspire l'idée de nomadisme, et Robert Philiou aurait pu répondre avec les textes qu'il a écrits. J'en avais marre de la double nationalité, américaine et française. J'avais envie de n'en avoir aucune. J'avais donc décidé de créer mon propre pays, que j'appellerais le territoire de la République géniale. Le territoire de la République géniale. Qui tenait dans un camping-car Volkswagen. Le territoire de la République géniale était dédié au concept de la recherche. Je proposais que la recherche ne soit pas le privilège de ceux qui savent, et qu'au contraire, la recherche soit le domaine de ceux qui ne savent pas, de sorte que chaque fois qu'on tourne son attention vers quelque chose qu'on ne sait pas, on fait de la recherche. Ce que je suggérais aux gens, bien entendu, c'est que la meilleure autorité, ce soit eux-mêmes. Le meilleur pays, eux-mêmes. Je remplacerai la plupart des écoles et des universités par des écoles d'ignorance, parce qu'au fond, ce qu'on partage, ce qu'on a en commun, c'est l'ignorance.
Il me semble que de savoir qu'on ne sait pas, c'est cela le plus important. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de continuer? Non, je voudrais dire, il faudra m'arrêter parce que je suis un bavard, hein, donc du coup, il faudra m'arrêter. Mais en vous écoutant, bien évidemment, moi, un de mes dadas et ce que je développe actuellement, c'est de voir qu'on n'est plus dans la verticalité du savoir, les sachants, et qu'il y a un mépris vis-à-vis du politique, vis-à-vis des experts. Maintenant, plus intellectuel, on dit experts, ou quel est le troisième? Les journalistes, personne ne croit aux journalistes, ça veut dire il y a une espèce de méfiance fondamentale vis-à-vis de ce qui était le tripode, dans le fond, de l'attitude éducative, hein, c'est-à-dire de moi je sais, toi tu ne sais pas, et doucare, je te tire. Bien. Donc, j'avais proposé de dire, je vois maintenant que cette topique est de plus en plus utilisée, on n'est plus dans la verticalité, mais l'horizontalité. Et l'horizontalité, ben, c'est cette circulation, non pas la loi du père, mais la loi des pères. P-A-I-R-S. Ouais. Moi, je vois, il y a encore 10 ans, quand je faisais mon cours à cet amphi d'Urkheim dont je parlais, je faisais mon cours. Maintenant, quand je fais le même cours, j'ai en face de moi une centaine d'étudiants qui ont leur micro-ordinateur ouvert et qui peuvent me dire en temps réel, poliment d'ailleurs, « Monsieur, vous faites une erreur de date. Hegel n'a pas écrit ce texte en 1825, mais en 1830, 29, etc. » C'est pas la page Par exemple. Par exemple. Alors, donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus avoir la simple attitude du sachant, hein, puis vous avez employé ce mot, mais moi, je considère qu'un des éléments, ce n'est pas le développement, mais un jour, faites une exposition là-dessus, sur le passage de l'éducation à l'initiation. L'éducation tire, l'initiation accompagne. Et de fait, c'est ce qui est en jeu, à mon avis, actuellement. Nos institutions restent sur le schéma éducatif, ou pédagogique, c'est kiff-kiff, alors que l'appétence est une appétence à l'initiation, même si on dit coaching pour ne pas dire à l'initiation, mais enfin, dans le fond, quelque chose qui est une espèce de quête du Graal. Voilà. Alors, il y a tout de même des logiques mineures qui avaient pensé cela. Nicolas de Cuse, pour ne pas le nommer, avait justement, au moment où s'élabore la modernité, parlé de ce qu'il appelait la docte ignorance. Et cette idée de docte ignorance renvoie à ce que vous indiquiez. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on ne peut plus se contenter du sachant qui sait, mais il faut partager une noosphère, quelque chose de cet ordre-là. Alors, juste avec une petite nuance par rapport au texte que vous venez de dire, autant l'éducation repose sur le pouvoir, verticalité, autant, à mon sens, ce qui est en jeu dans l'initiation repose sur un mot qu'on ne peut pas employer, mais qu'il faudra quand même bien imposer, qui est l'idée d'autorité. Alors, quand on dit autorité, bien sûr, on a toujours la connotation autoritarisme, etc. Alors que l'autoritas, en latin, c'est ce qui fait croître. Alors, là, on retrouve les pensées orientales, où il y a, quand le disciple est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, fait que un auteur, par exemple, un bon auteur, c'est ce qui fait croître. C'est ça l'autoritas, et l'autorité. Donc moi, je pense qu'il y a un glissement du pouvoir vers l'autorité et que l'horizontalité nous renvoie à cette autorité. Il y a nécessité dans le nomadisme du grand frère. C'est ça l'autorité. Merci. Alors j'aimerais aborder une autre réponse qui va être diamétralement opposée, on pourrait dire, et qui est celle de Mary Red Kelly. Que vous inspire, qui est une artiste, je le précise, américaine, puisque c'est important, mais je crois qu'elle le précise dans sa réponse, que vous inspire l'idée de nomadisme? Et elle répond, la terreur. Pour moi, les connotations du terme nomadisme sont plus sombres que les concepts de liberté et de voyage qui lui sont associés. Être nomade m'évoque un voyage sans chez soi ou rentrer, où l'on serait exposé à toute la brutalité et aux caprices du monde sans la possibilité d'un abri. Deux facteurs influencent mon interprétation du nomadisme. Le fait d'être une femme et une américaine. Il suffit d'un rien aux États-Unis pour qu'une famille ou un individu perde son logement, son mode de subsistance. La maladie ou la perte d'un emploi peuvent à tout moment conduire les gens à la faillite et anéantir leur vie définitivement. Ils peuvent perdre leur maison et devenir nomades. Dans le cadre de cette exposition, j'imagine que le nomadisme est un mode d'interaction avec la sphère publique, comme les déambulations du flâneur, le conduisant aux observations fructueuses et variées de l'existence, qui sont le gagne-pain de l'artiste. Si je suis complètement d'accord avec l'idée qu'un artiste se doit de savoir quelque chose du monde qui l'entoure,
Je crois que l'idéal du flâneur nomade s'est construit autour de l'avantage d'être un homme dans la cité. Et cela ne se traduit pas aussi aisément pour une femme. Une femme itinérante qui ne jouit pas d'une sécurité financière ou d'un milieu privilégié serait probablement qualifiée de prostituée ou pourrait être la cible de choix, des sifflets et du harcèlement. Je crois que les femmes développent par conséquent leur propre stratégie pour évoluer en public afin d'acquérir le plus grand sentiment de liberté possible, ce qui est mon cas. Je ne pense pas que le fait d'être une femme en public constitue en aucune façon un obstacle à mon observation du public, mais mes stratégies ne sont pas les mêmes que celles d'un flâneur et le nomadisme ne serait pas mon idéal. Mais je suis convaincu que les connotations positives du terme nomadisme, la liberté, le pouvoir de l'observation, l'intégrité de l'individu, sont essentielles quant à ma définition de l'artiste et de la fonction qu'elle remplit dans la société, alors je suis très heureuse d'être invitée à m'interroger sur toutes ces dimensions. Voilà. Vous voulez vraiment que je dise des choses là? Oui, ça serait bien. C'est un peu gnangnan tout ça. Vous trouvez? Dites-moi en quel... Dites-moi pourquoi c'est gnangnan. Non, non, il faudrait que je le lise avec plus d'attention, mais comme ça, ce qui... Il est un homme. Voilà, je pensais que c'était ça qui était en jeu. Oui. Parce que pour nous, c'est pas du gnangnan. Oui. J'ai Alors, pensé- dans ce cas, ce qui était intéressant, je préfère ne pas répondre. C'est le Ça, quotidien j'aime pas ce d'emmerdement genre maximum. de trucs, j'aime pas ce genre de réponses qui sont vraiment la bien-pensance absolue. Non, je réponds pas à ces bêtises-là. Non, mais Non, ce qui est non, intéressant dans On ces ne fait pas réponses- venir pour vous dire des conneries comme ça, là. Hein. Mais dites-moi pourquoi vous dites que c'est une bêtise. Non, mais j'aime pas ça. Ça, c'est des trucs de vioc. Mais non, mais quand même, c'est une réponse de jeune. De Marie vioc. Red- Oui, mais Marie Red Kelly, De vioc. c'est une jeune femme américaine. Pardon. Vous autorisez à mon sujet, monsieur. Pardon? Pourquoi vous autorisez à employer le mot connerie en C'est disant... happening, super. Si je disais... Non, mais parce que j'en ai assez de ces Niagara d'Ociel de bons sentiments. C'est parce que est-ce que je suis une femme ou un homme? Je vous ai dit que je peux avoir une réalité physico-chimique, ceci est tout à fait autre chose. Or, le discours féministe, c'est un discours qui enclos. Oui, mais ne Qui soyons enferme. pas, alors, ne soyons pas essentialistes, en effet. Je ne sais pas Mais- pourquoi je m'énerve. mais- En plus, il n'y a pas de raison. Je vais vous le dire alors maintenant un peu plus profondément. Ça n'a pas d'importance parce que je trouve ça intéressant d'avoir deux avis différents. Non, mais Ça j'entends. permet Non, de à vrai dire, c'est un peu idiot ce que je dis parce qu'il faudrait que je le lise avec un peu plus d'attention. C'est vrai que je vous Mais- l'ai lu très mais- vite. Non, c'est pas ça la mais question. je suis Attendez, vite, un Alma. femme C'est et Orlan qui- une homme, et je le dis, Oui, et autant que vous, oui. vous venez de le dire, n'empêche que ceux qui sont en face, particulièrement les hommes, voient femmes. Oui. Donc, Bon, alors je vais aller sur le fond. Vous me faites venir, vous m'embêtez. S'il Hein, vous plaît. moi, je suis tranquille. J'aurais pu être tranquille avec mes pantoufles chez moi. Maintenant, vous me faites venir. Ah bah alors, et le Tranquille, nomadisme. confus. et le reste, et la conversation. Alors, Non, j'ai horreur du féminisme. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors là, ça va mal se passer à l'instant. Mais je vais partir vite en cachette et en vitesse. il n'y a pas de sortie derrière l'écran. Il n'y a pas d'endroit où on peut partir par la fenêtre. Non, grosso modo, c'est très ennuyeux. D'abord, les grandes thématiques de la libération. Voilà une thématique bourgeoise par excellence. Une thématique qui repose sur une conception qui a été celle de la modernité. Il y a une solution, il y a une résolution. Notre mentalité, et dans le fond c'est ce qui prédomine dans la bien-pensance actuelle, est une conception dramatique du monde. Demain on y arrivera. La société parfaite, on y arrivera, etc. Et c'est dans ce sens-là que se sont élaborées toutes les grandes thématiques de la libération, qui sont des thématiques pour moi bourgeoises, du monde bourgeois. Bien, nous rentrons dans un type de société, il va falloir se dépatouiller avec ça, chers amis, où ce n'est plus une conception dramatique du monde, où il n'y aura pas une solution, mais c'est une conception tragique. Pour moi, le nomadisme, il est tragique. Tragique, ça veut dire tragos, hein, c'est-à-dire la trachée artère, c'est-à-dire quelque chose qui est, en termes philosophiques, aporique. Il n'y a pas de solution. On n'a pas à être ceci ou cela, mais j'ai bien dit et. Voilà. Et donc, ce glissement du drame au tragique fait que la thématique de la liberté, des libérations, des trucs comme ça, c'est une thématique datée. Et que par contre, il faut se rendre... Et pour moi, le nomadisme n'est pas une thématique de la libération. Si je le dis en termes savants, c'est une thématique de la créode. Créode, ça veut dire cheminement nécessaire. On est obligé de prendre. Et les vrais nomades ne prennent que des chemins nécessaires. Des chemins qui sont balisés, qui sont connus. Créodos. Et donc, du coup,
Alors, c'est pour ça que j'ai réagi violemment et je vous prie de m'en excuser et puis je m'arrête là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, dans le fond, on va rester sur des bons sentiments. Je suis une femme et c'est pour ça que machin chose, etc. Non, pensons à l'ère du temps. L'ère du temps fait que, je le disais tout à l'heure, il n'y a plus d'identité stable. Alors, c'est en ce sens, ce sont des vieux grognons qui vont revendiquer telle ou telle identité. Moi, je ne suis plus là-dedans. Moi, ça va, moi, je suis établi, je suis un vieux monsieur, tout ça, c'est pas la question. Mais si on me demande de penser, je suis obligé de dire, on n'est plus dans la thématique de la libération, on est dans la thématique de la cruauté. On est dans la thématique, c'est ça le tragique. Et donc, dans le fond, on peut se tranquilliser en tenant ces discours bien pensants. Excusez-moi, moi je trouve ça du gnangnan. Voilà, Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, enfin, je vais oublier tout ce que j'ai dit. Et ce que je trouve intéressant dans sa réponse, c'est pas important. Non, mais c'est intéressant puisqu'elle a répondu et vous l'avez édité. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça amène la question du risque qu'implique le nomadisme. Non, mais bien sûr. Dont vous traitez aussi dans votre ouvrage, et dont vous essayez de me dire un mot. Non, le risque et la vie. Des avis divergents, monsieur. Bien sûr. Du non, mais bien sûr. Vous dites des conneries. J'ai eu tort de dire ça et de vous le dire et de répondre là. J'ai eu tort totalement. Si, je tort totalement. Je regrette énormément d'avoir dit ça. Voilà. Je ne regrette pas du tout. Mais y a-t-il des questions? D'habitude, vous faites des belles phrases. Et là c'était un peu... oui, c'est vrai que c'était incorrect. Je reconnais incorrect. Mais on vous pardonne. Simplement, est-ce que vous avez des questions? Non, ils auraient pu être dans les méandres habituels. Oui, mais je dois vous avouer que je suis là des Niagara d'Otiel de bons sentiments. Et ce sont ces Niagara d'Otiel de bons sentiments que l'on entend à longueur de temps dans la presse. Violé, emmerdé toute la journée dans la rue, ça n'a rien à voir avec non, mais ça, moi, j'en sais rien. Moi, je ne me fais pas violer. Peut-être que je le regrette. Allez savoir. Peut-être que je le regrette, madame. Fabrice de Ponfache a une question. Vous qui enseignez... Non. Allez-y. C'est vous qui enseignez... On arrête à 8h. 5. On a commencé un peu en retard, hein. On a 5 minutes. Non, j'ai peur maintenant. Si. On va avoir peur ensemble de poser des questions. Alors, s'il vous plaît, on écoute la question de... Allez, excusez-moi, j'enseigne. Vous qui enseignez, le nomadisme des jeunes d'aujourd'hui est une nécessité par la situation du pays ou s'inscrit dans la culture qui leur est diffusée? J'ai pas compris. Le nomadisme des jeunes d'aujourd'hui est une nécessité par la situation du pays, la situation économique notamment, ou s'inscrit dans la culture qui leur est diffusée, notamment par vos enseignements? Oui, moi, vous savez, j'enseigne plus trop. Hein. Éventuellement, j'initie. Non, c'est amusant de voir comment la pédagogie aboutit en pédophilie, donc ne me traitez pas comme tel. J'ai pas vu. C'est moi qui vous réponds. 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 Non. Donc, quel est le moteur? Est-ce que c'est la culture qui est aujourd'hui réalisée auprès des étudiants qui leur donne volontairement ce nomadisme, ou c'est une nécessité? C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, pour tout vous avouer, je ne crois plus du tout. Et je sais ce qui est l'aspect sot de ce que je dis là, à l'importance de l'économie. Je pense que le plan d'épargne logement n'est plus un idéal de vie. Mais, bien sûr, comme tout colosse sur pied d'argile, l'économie est importante. Et donc, dans le fond, ce nomadisme, ça ne vient pas du fait qu'il y ait des conditions économiques qui imposent ce nomadisme. Ça, c'est une explication qui n'est pas fausse, mais qui est tout à fait incomplète. Il y a en plus cette espèce de pulsion animale, quand je dis s'éclater, qui peut prendre des formes très simples d'ailleurs, qui peut prendre même la forme, par exemple, du tourisme. Le tourisme, c'est une pulsion du nomadisme, qui a des caractéristiques économiques. Mais moi, je suis beaucoup plus attentif au fait qu'il y ait retour, et c'est ça le nomadisme, qu'il y ait retour de la pulsion animale. Sortir, partir, la soif de l'infini, c'est ça, s'éclater. Mais ça nous est difficile à comprendre, parce que dans le vrai vieux et bon rationalisme moderne, eh bien, il y a toujours nécessité de chercher une cause qui engendre un effet. Et la cause économique en est
est la cause principale, c'est le causalisme. Le fait de chercher une cause économique n'est que la suite de la grande tradition judéo-chrétienne. Il y a une économie du salut. Et donc il y a une économie stricto sensu. Il faudra que vous appreniez que cette économie du salut, c'est fini. Et que l'économie stricto sensu, c'est aussi fini. Et qu'il y a actuellement un qualitatif de l'existence tout à fait autre chose qui est en jeu. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de décrire. Voilà en quel sens, si vous voulez, je ne réduirai pas les phénomènes à leur simple et pure dimension économique. Je ne dis pas que ce ne soit pas un élément. Il y a des milliers d'immigrés qui soient climatiques ou économiques ou à cause des guerres, et oui. C'est vraiment des raisons claires. Non, pas, mais bien sûr. Mais là, il va y avoir... Non, mais... d'aller se balader et flâner ailleurs. Non, mais je n'ai pas dit flâner, moi. Je pense qu'il y a, je dis bien pulsion. Hein, je fais exprès d'employer ce terme pour dire qu'il y a actuellement le retour... C'est des pulsions contraintes. J'ai entendu ce que vous disiez, c'est ce que vous induisiez. Ce que vous induisiez. Mais moi, j'ai été très, très étonné. Dans plusieurs pays où je suis passé, dans plusieurs villes, j'ai demandé, mais vous êtes allé dans quel pays, vous avez fait quoi, etc. Les gens te disent qu'ils ne sont pas sortis de là. Dans quelle ville on a été tellement étonné de cela? Je ne sais pas si c'est même pas à Boston, que les gens restaient à Boston. À Pittsburgh. À Pittsburgh, ne connaissaient absolument pas le monde, oui. mais même pas New York, ou enfin leur monde. C'est très vrai des Américains. Donc, à un point absolument incroyable. Oui, mais ce quelque chose, on n'a pas... Non, mais... Quand jamais vu la mer. Là, vous exagérez un peu. On n'a pas abordé ce phénomène, mais le nomadisme, ça peut être aussi un nomadisme symbolique. Hein, c'est-à-dire, le fait de surfer, par exemple, sur Internet, c'est une forme de nomadisme. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas bouger de Pittsburgh, par exemple, et puis avoir cette espèce d'éclatement qui fait on voyage avec un excellent livre dans un fauteuil. Par exemple, voyage autour de ma chambre. Vous voyez, donc, on n'a pas du tout dit sur ce nomadisme. Hein, mais le nomadisme, il peut être, encore une fois, quelque chose qui fait que je suis de tel endroit, je ne bouge pas, et je surfe. Le fait de surfer est aussi une manière de faire du réel, pas de la réalité, hein, dans la distinction que j'ai faite, du réel. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'éclate en surfant, et tout à l'avenant, par exemple. Michel, Raphaël voulait vous poser une question, puisque vous en avez parlé dans votre livre, sur les risques du nomadisme. De quoi parliez-vous? Non, mais vous savez, j'ai un peu brutalement répondu tout à l'heure en disant qu'il faudra accepter cette idée que nos sociétés vont être cruelles. Le sang va couler. C'est pas déjà fait. C'est déjà fait, c'est en jeu. Non, pardon. Non, de plus en plus. Non, j'entends. Non, mais je veux dire, on n'aura plus des zones de sécurité. Le risque zéro, la sécurisation de l'existence, ça, c'est la vieille idée moderne. Alors que ce qu'étaient les sociétés équilibrées, les sociétés dionysiaques, c'était l'homéopathisation du risque. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Thèbes, qui est le grand mythe dionysiaque? Cadmos fonde la ville et laisse la succession à un de ses petits-fils qui est Penthée, qui est le sage gestionnaire. Et le mythe commence dans le fait... Alors tout est réglé. C'est la sécurisation à outrance. Et le mythe commence en disant cette ville finalement a gagné le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. C'est le prototype de ce qui est l'aboutissement du risque zéro dans nos sociétés modernes. À ce moment-là, les femmes conduites par Agavée, vont chercher le second petit-fils de Cadmos, qui est Dionysos, justement. Alors j'ai dit tout à l'heure, Métèque absolue, diverses formes, etc. Elles introduisent Dionysos dans la cité, c'est les bacchanales, c'est les Dionysies. C'est ça pour moi le risque. Alors, le sang coule à minima, Penthée est tué, c'est tout. Et la cité est réanimée, elle retrouve son âme. Pour moi, vous voyez, la négation du risque est quelque chose qui aboutit à une attitude perverse. C'est-à-dire qu'on fait de nos sociétés une société aseptisée, où comme dans un hôpital, vous rentrez pour vous faire soigner un bras cassé et vous sortez avec une maladie nosocomiale. Voilà. Et dans le fond, quand il y a ce risque zéro, vous avez les 36 000 voitures qui brûlent sur le pourtour de nos villes. Vous avez les jeux de strangulation dans les écoles. Vous avez les rodéos sur les périphériques et tout à l'avenant, qui sont les réponses du berger à la bergère. Si vous voulez, à tout prix,
sécuriser, faire qu'il n'y ait pas de risque, vous allez avoir quelque chose qui va être pervers, pervers, à prendre des voies détournées. Voilà ma réponse. Vous voyez, c'est-à-dire, le propre du nomadisme, c'est d'homéopathiser le risque, non pas de vouloir l'évacuer. C'est de le ritualiser, non pas de vouloir l'évacuer. Mais cela dit, soyons clairs, je pense qu'à l'opposé de cette espèce de frousse qui est la nôtre, le risque est là maintenant. La cruauté va être un élément important, et c'est en ce sens qu'il va falloir s'habituer à une conception tragique de l'existence. Nous n'y sommes pas habitués. Pour moi, la crise, elle est là. Eh oui, non mais c'est pas un truc d'adolescent que je dis, moi. Il y a deux questions brûlantes, mais peut-être qu'on peut les... On prend les questions ou on les diffère? Non, non, moi, c'est dans la salle qu'il y a... Alors, Jean Digne. On n'a pas un bœuf sur la langue, c'est génial. Non, mais sans micro. Un petit constat que je fais bêtement, c'est qu'il n'y a plus de nord-sud. On a tous une géographie différente. Et moi, je suis marqué par plein de lieux ailleurs. Et quand on est Marseillais, on ne sait pas qui on est. La seule trace, c'est le Paris qui est un repère. Aujourd'hui, les repères, on les invente dans l'école buissonnaire. Les repères, ils sont plus des pères, mais ils sont des heureux pères que l'on s'invente. Donc, notre géographie, elle est nouvelle. Elle n'a pas de frontières. Et c'est souvent le dedans de soi-même qui offre une géographie. Donc, c'est ça qui change. Le nomadisme, il est une nouvelle géographie. Et dans cette géographie, la part de risque, c'est aussi la part de découverte. Et moi, je cite souvent, mais je n'ai pas la mémoire extraordinaire d'un autre acteur de la pensée, où Picasso dit « je ne cherche pas, je trouve oui. ». Et ça, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on est des vagabonds parce que c'est la seule manière de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. Et quand on trouve quelque chose qu'on ne cherche pas, on n'est plus dans les lignes du débat homme-femme ou des typologies que l'on peut mettre sur la cartographie. On est dans un existentiel absurde et riche à la fois. Tragique. Le tragique, c'est vachement jouissif. Les sociétés tragiques, nous rentrons, vous l'avez compris pour moi, dans une société tragique. Même si notre cerveau reptilien, même si notre tranquillité veulent toujours trouver une solution. Non, il n'y aura pas de solution à quelque problème que ce soit. Chômage ou autre, tout ça, c'est fini, ça. Bon, il y aura du tragique. Mais ces sociétés tragiques sont toujours des sociétés jubilatoires. Dans les moments où vous avez du tragique, vous avez du festif. Et c'est pas neutre qu'arrive ce mot festif, qui est un mot savant. Intéressant de le voir utilisé. Ça montre bien, si vous voulez, que bon, c'est pas la première fois. Hein, la 3e, 4e siècle de notre ère, c'était cela. Hein, c'était également quelque chose qui faisait qu'il y avait à la fois du tragique et du festif. Voilà, c'est tout. Il va falloir se dépatouiller avec ça, chers amis. Oui, ça va être la différence aussi entre s'éclater et se lâcher. Oui, il y a... bon, on sait rien. Quel exemple dans l'histoire de ces sociétés tragiques? 3e, 4e siècle de notre ère. Le moment où Gibbon, dans la grandeur et décadence de l'Empire romain, dit une très belle chose, il dit « Le Sénat légifère mais ne règne pas ». Dans les moments où on voit des législations outrance, ben, ça veut dire que plus rien ne se passe. La vraie vie est ailleurs. Elle était où à ce moment-là, la vraie vie? Elle était dans ces petites églises chrétiennes qui, dans le fond, faisaient la vraie reliance. Hein, c'est-à-dire s'occuper des jeunes, des vieux, des malades, des machins, des choses. C'est ça la vraie religare, la religion. Bon. À ce moment-là, d'ailleurs, il y avait 3 possibles religions, culte à mystère. Le christianisme, Orphée, Mithra. Et les historiens, Renan le montre bien, montrent que c'était plutôt Mithra qui allait triompher à ce moment-là. C'était la religion des riches, des officiers, etc. Et il se trouve que c'est la religion catholique qui va triompher. Chrétienne, pas catholique, chrétienne qui va triompher. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette religion chrétienne va sécréter le dogme de la communion des saints. C'est-à-dire, telle petite tribu, église de Rome va être liée à Lugdunum, Lutèce, Milan, etc. Et donc il y a une espèce de liaison en pointillé qui va se créer, mais où se vit l'insécurité. Ce n'est plus la stabilité des lois, mais la vraie vie, elle est là. Bien. Mon hypothèse, elle est exactement la même actuellement. Internet, c'est la communion des saints postmoderne.
C'est-à-dire que vous avez ces petites tribus qui, sans sécurité à quelque niveau que ce soit, constituent la vraie vie. Des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité, des nouvelles formes d'entraide, etc. Ce n'est plus sur l'aspect pyramidal de l'État-providence, mais au contraire, cette horizontalité où se font les entraides, les solidarités et les générosités. C'est ça la communion des saints postmodernes. Il n'y a pas que ça qui se fait, parce que non. par exemple, les sites qui sont pour le djihad et qui oui, entraînent des jeunes au comme djihad, toujours, etc., vous avez raison. C'est pas que positif. J'entends. Non, j'entends. Il y a le meilleur et le pire. Mais on voit toujours le pire. Moi, je dis, il faut prendre aussi acte le fait qu'il y a, on vient de terminer, moi, une étude, à mon sens, une étude sur le couchsurfing. Ce soir, vous couchez à Hambourg, Barcelone, Madrid, machin, etc. C'est la vieille hospitalité du Moyen-Âge, Internet aidant. Vous voyez, et ça, on ne le voit pas assez. Moi, je ne dis pas, je ne veux pas nier ce que vous venez de dire, et c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose auquel on a à être attentif. Et les sociologues, puisque vous avez commencé là-dessus, eh ben, ils ont du mal, avec leur filet à grande maille, à saisir cette petite reliance fondamentale. Voilà. Moi, j'essaie de rendre attentif cette reliance. Mais soyons clairs, c'est du risque, ça. C'est vital. Dès qu'il y a de la vie, il y a possiblement de la mort. On avait voulu évacuer la mort. Dans notre vieille tradition judéo-chrétienne, mort, où est ta victoire? Il n'existe pas, le Christ est ressuscité. Après, on a profanisé cette expression-là. Mais non, là maintenant, la mort est vécue. Vivre sa mort de tous les jours, c'est ça le tragique. C'est ça le risque, c'est ça le nomadisme. Vivre sa mort de tous les jours. Et on cherche en même temps encore à la nier, enfin les transhumanistes. J'entends, mais moi je pense plutôt, vous avez compris, ma proposition, c'est de dire homéopathiser, ritualiser, vivre sa mort de tous les jours, et c'est ainsi qui fait qu'on s'habitue à. Mais ce n'est pas par la dénégation de cette mort. Alors, pour conclure, je voudrais juste vous citer la réponse de Pierre Tillement qui est dans l'exposition. Que vous inspire l'idée de nomadisme? Et Pierre Tillement répond, l'idée de nomadisme m'offre le choix, je peux aussi rester à la maison. Belle conclusion.